à tous les deux. On va parler avec vous d'un thème qui a fait grand bruit ces dernières heures. C'est la question de l'aide sociale à l'enfance. C'est un rapport alarmant qui a été publié hier. Défaillance dans la prise en charge des enfants, structures surchargées, manque de moyens. Est-on face à un scandale d'État? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Claude Ardide, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de La Fabrique du Malheur. C'est aux éditions de l'Observatoire plongé au cœur de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez recueilli des témoignages. Ils sont édifiants. On va en parler avec vous. Et Coralie Denou, bonjour. Merci d'être avec nous, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres. Ce sont les départements qui gèrent aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance. Et c'était évidemment important de vous entendre dans ce débat. Steve, on va voir avec vous les grandes lignes du rapport parlementaire dans quelques instants. Oui, la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale qui a rendu ses conclusions. La rapporteure parle d'un système qui craque de toutes parts, Oriane. On voit ça dans quelques instants. Mais d'abord, ce sujet, il fait l'actualité dans nos régions. Et on va regarder quelques-unes des unes de vos journaux régionaux ce matin, puisque ce rapport sur l'aide sociale à l'enfance, il fait grand bruit, un rapport accablant pour le Dauphiné, aide sociale à l'enfance plongée dans les dernières nouvelles d'Alsace, et aide sociale à l'enfance, un secteur en danger. C'est la une de Presse Océan. Et on va également parler avec le Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc Chevauché, merci d'être avec nous depuis Amiens, rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. On va revenir sur ce rapport parlementaire qui fait grand bruit dans les territoires. Oui, vous savez, chez nous, c'est la protection judiciaire de la jeunesse qui est l'étape au-dessus de l'ASE quand les difficultés sont grandes. Et la protection judiciaire recrute dans les Hauts-de-France, qui est une région qui a énormément d'éducateurs. En Picardie, nous en avons 190, beaucoup de foyers. L'école nationale des éducateurs de ce qu'on appelle la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, est à Roubaix. 150 postes à pourvoir encore cette année, des jeunes qui sont placés par la justice. Alors, on a fait un reportage dans ces foyers. Et ce qu'on peut vous dire ce matin, Oriane, c'est que les éducateurs qui travaillent dans ces foyers, qui travaillent parfois en centre éducatif fermé également, sont des gens qui, souvent, après 20 ans de travail, sont toujours aussi passionnés parce que lorsqu'ils ont une réussite avec un adolescent, ce sont des choses qui marquent leur vie. Et c'est cet aspect-là, assez humain, que nous avons voulu détailler dans le Courrier Picard et sur nos sites web depuis quelques jours. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Chevauché d'avoir été avec nous pour ouvrir ce débat. On le disait, ça fait la une de plusieurs journaux régionaux ce matin. Claude Ardide, le titre de votre livre, il est dur, La Fabrique du Malheur. C'est une enquête de 18 mois que vous avez menée. Est-ce que vous vous attendiez à avoir de tels témoignages aussi poignants, aussi édifiants, aussi alarmants ? Alors, au début, je m'y attendais absolument pas, et c'est presque le fruit du hasard. J'étais dans un salon de livres où je présentais un bouquin qui racontait mon immersion à la brigade des mineurs de Marseille, qui avait déjà été une expérience très violente. Et à la suite de ces conférences débats, de ces salons de livres, je voyais des personnes de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire de l'intérieur de la machine, qui venaient me voir en me disant « Est-ce que vous êtes au courant de la façon dont est mort le petit Malakai ?» notamment dans le département du Var. Est-ce que vous êtes au courant de la façon dont est morte la petite Lily à Aubière, dans le Puy-de-Dôme? Est-ce que vous êtes au courant de la gamine qui s'est jetée d'un pont à Marseille, Kimberley, d'un pont de 15 mètres? Est-ce que vous êtes au courant de la détresse des éducateurs, des puéricultrices, des psychologues, des psychiatres? Et donc, j'ai pris ça comme des informations que, au départ, je n'avais pas vérifiées. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu mon voyage en France pour essayer de comprendre, et je suis tombé sur des choses qui m'ont à la fois sidéré, horrifié, avec un point d'orgue. Alors là, franchement, je ne m'y attendais pas. C'est les 5 jours que j'ai passés à Châteauroux pendant le procès des familles d'accueil, avec ces 7 gamins que moi j'appelle la bande des 7, qui ont livré des témoignages absolument épouvantables sur l'humiliation, sur les agressions sexuelles, sur les travaux forcés qu'ils étaient contraints d'accomplir. Et au bout de ces 5 jours de procès, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça, je me suis dit à ce moment-là, j'ai été interrogé par plein de journalistes sur plein de plateaux, je me suis dit, il y aura forcément un avant et un après Châteauroux. Si l'État
si les politiques, alors je ne parle pas des conseils départementaux, parce que finalement, ils sont, enfin, sauf du conseil départemental du Nord, qui dans l'affaire de Châteauroux, à mon avis, qui a raté l'opportunité de faire réellement son boulot. Si l'État, d'une façon globale, si les institutions ne prennent pas des mesures dramatiques, l'effritement de l'aide sociale dans l'enfance va se transformer en effondrement. Et j'ai eu cette conviction-là après Châteauroux, et donc c'est là que je me suis dit, il faut vraiment faire un bouquin qui raconte tout ce que j'ai vécu et qui m'a... Et j'en sors pas indemne, hein. J'en sors pas indemne. On va en parler évidemment longuement. Coralie Dennou, vous avez lu le livre de Claude Ardide. Est-ce que vous attendiez, vous aussi, à de tels témoignages? Dans quel état vous êtes ressorti de la lecture de ce livre? Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ce matin, parce que depuis 3 jours, j'entends parler de l'ASE, mais je ne vois aucun président de département sur les plateaux. Et parler d'un sujet sans les personnes qui sont concernées et responsables, je trouve que c'est bien dommage. Oui, j'ai lu le livre de Monsieur Ardide, mais nous n'avons pas attendu ce genre de livre pour avoir connaissance des difficultés de l'ASE. Alors, soit on s'accable de ce qui se passe parce que l'ASE n'est pas seule ou l'ASE est trop seule, je ne sais pas comment dire, mais en fait la protection de l'enfance, c'est un ensemble d'acteurs où il y a des carences, bien évidemment, mais nous devons relever ces défis pour les enfants que nous protégeons. Et c'est ensemble que nous y parviendrons. Aujourd'hui, il y a une carence de soins pédopsychiatriques. L'ASE n'y est pour rien. Nous manquons de places en IME. Nous manquons de formation des instituteurs pour qu'ils puissent faire des informations préoccupantes. C'est tout un écosystème, et d'ailleurs le rapport Santiago le dit très bien. Elle n'accuse pas les départements. Elle accuse la carence de l'État. Alors oui, on peut accabler l'État. On pourrait taper sur l'État et dire « oh là là, c'est pas... » Non, moi je prends ma part de responsabilité. Parce que s'il y a une chef à l'ASE, c'est moi et j'en suis responsable. Et c'est à nous de relever les défis, c'est à nous d'aller chercher des solutions partout. Et vous voyez, pour la semaine prochaine, il y a une bonne nouvelle. On va avoir une équipe mobile en pédopsychiatrie, parce qu'on a un DG-ARS qui s'est battu avec nous pour ça. Juste pour qu'on comprenne bien, on va parler du rapport parlementaire et évidemment de votre livre, Claude Ardide, mais pour qu'on comprenne bien, pour une présidente de département comme vous, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la gestion de l'aide sociale à l'enfance ? Ça représente 1200 enfants et 250 MNA dans un département comme les Deux-Sèvres. Les mineurs non accompagnés. Mineurs non accompagnés. C'est autant d'enfants dont on a envie de donner une autonomie, un parcours. Pour exemple, et on y viendra très certainement, c'est pas une histoire d'argent. En Deux-Sèvres, on est passé de 46 millions en 2021 à 70 millions en 2024. C'est open bar sur les places. Et mon DGS le sait parfaitement. On a mis en place, ça a été 0 enfant à l'hôtel. Aujourd'hui, en Deux-Sèvres, 0 enfants sont à l'hôtel. J'ai dit, c'est 0 enfants plus loin que les départements limitrophes, notamment avec les scandales qu'on a pu connaître. Plus ils sont prêts, mieux c'est. Et c'est respecté. On a des équipes incroyables. Oui, c'est difficile pour nos équipes en ce moment. Oui, elles craquent, elles sont en burn-out. Mais pas liées à leur fonction. D'ailleurs, ça a été dit par votre précédent interlocuteur. Ce sont des personnes engagées, ce sont des personnes formées. Sauf que le problème, c'est qu'on leur demande d'être le couteau suisse et de pallier à toutes les carences. Ils doivent être éducateurs, ça, ils sont formés, mais ils doivent être aussi pédopsychiatres. Ils doivent pallier aux problèmes de l'IME. Et donc, nous, département, on est ce dernier rempart avant la rue pour les enfants. Et donc, quand ils ne sont pas acceptés à l'hôpital en pédopsychiatrie, quand ils ne sont pas acceptés en IME, eh bien, c'est le département et c'est le service de l'ASE qui les prend en charge. Et on ne laissera aucun enfant sur le bord de la route. Et quand on voit votre livre, Claude Ardide, en fait, c'est des défaillances de toute une chaîne, finalement. Alors, c'est ça le problème, c'est ce que je disais à madame avant qu'on entre sur le plateau, c'est que par exemple, vous prenez les experts psychiatriques ou psychologues qui sont chargés de faire des expertises médico-légales pour les enfants qui souffrent de viols, de maltraitance, de coups, de blessures, etc. Est-ce que vous savez que depuis 11 mois, ils ne sont pas payés, mais sur l'ensemble du territoire? Moi, j'ai des amis psy à Marseille, parce que j'ai travaillé avec eux à la Brigade des mineurs de Marseille, ils ne sont pas payés. Donc, mais ils sont obligés, évidemment, de continuer à bosser, sinon il n'y a pas de dossier qui arrive sur le dossier du parquet mineur ou des juges pour enfants. Bon, ça, c'est un exemple. Là, vous allez dans les couloirs du 2e étage du tribunal judiciaire de Marseille, où j'ai passé plusieurs mois, j'ai assisté à des audiences où
les juges me prévenaient à l'avance, recevaient des enfants avec les responsables de l'ASE, avec parfois des avocats, des assistantes sociales. Donc dans une salle d'audience, dans un bureau de juge, vous avez 10, 12 personnes. Et le juge, après 3 heures d'audience, dit au gamin qui souffre de maltraitance, je vais prendre une décision en ta faveur, je vais t'éloigner de ta famille qui est maltraitante, mais je ne peux pas te placer dans un foyer ou dans une famille d'accueil parce que je n'ai pas de place. Et donc le gamin, c'est ce que je raconte dans le livre, le gamin dit, je vais continuer à me prendre des baffes de mon père et dans 10 mois, vous allez me recevoir en me disant que peut-être je vais être placé dans un foyer. Donc ça, on est en bas de la chaîne. Mais quand je rencontre des puéricultrices qui vous racontent qu'elles ont des bébés de 4 mois à 5 mois, des nourrissons, parfois des nouveau-nés qui arrivent la nuit d'urgence parce qu'ils ont été abandonnés par leur mère, etc. Et que la puéricultrice vous dit, j'ai 2 bébés dans les bras, j'en ai 2 autres aux pieds que j'essaye de bercer, j'en ai 4 autres qui pleurent, alors qu'on a dépassé le nombre d'enfants que normalement on devrait accepter dans la pouponnière, et qu'elle vous dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois que ça remonte jusqu'à la directrice et que la directrice lui dit, je ne peux rien faire, tu savais à quoi t'attendre. Et là, on tombe, c'est stupéfiant, on tombe sur des décisions qui consistent à prendre des intérimaires qui ne sont pas formés pour être dans une pouponnière, voire on engage des femmes de ménage parce qu'on est à l'os et qu'on n'arrive pas à trouver du personnel pour ça. Les assistantes sociales, c'est la même chose. Je raconte l'histoire de Sophie qui me dit « J'ai une vocation, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai craqué parce qu'un jour je suis tombé dans une situation qui m'a interloqué, je dis plus jamais ça ». Donc, vous voyez les différentes strates de l'aide sociale dans l'enfance, des départements, de l'État qui ne prend pas ses responsabilités, etc. Alors c'est vrai, moi j'aurais dû passer par les Deux-Sèvres, parce que j'aurais eu de bonnes nouvelles, on aurait dû se rencontrer avant, et peut-être que j'aurais été plus positif, mais en général, les journalistes ne sont jamais des messagers qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais voilà, donc mon enquête, quand j'arrive à Châteauroux, et que je vois que l'ASE du Nord n'a pas fait son boulot au niveau des agréments, qu'on envoie des gamins, soi-disant, faire des parcours de rupture dans des fermes qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il suffit de géolocaliser la ferme où on devait placer des enfants pour se rendre compte que ce n'est pas une ferme. Et qu'en plus, on envoie des enfants qui ont 11, 12, 13 ans dans des familles qui sont gérées par une association qui s'appelle Enfance Bien-être, ce qui est quand même honteux d'appeler ça comme ça. Et qu'on se rend compte qu'en dans ces familles, il y a 2 agresseurs sexuels, et pas des moindres, qui ont déjà été condamnés. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Alors là, aujourd'hui, je crois que la ministre et que Mme Santiago ont dit il faut qu'on travaille sur l'honorabilité des familles et des assistantes maternelles. Mais il est temps de le faire. Bon, et à propos, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est pas du tout contre vous. Mais moi, j'ai essayé de parler aux présidents des conseils départementaux, mais pas pour leur dire ce que vous faites, c'est dégueulasse, c'est pas bien, etc. Je fais mon métier de journaliste. Personne ne m'a reçu. Personne ne m'a reçu. C'est-à-dire vous envoyez des mails, vous téléphonez, vous passez par des services communication qui vous disent grosso modo, mais de quoi vous vous mêlez? C'est pas le problème, devoir de réserve, etc. Donc vous êtes obligé de passer par les failles du système. Et les failles du système, ce sont les gens de l'ASE qui me parlent. J'ai été obligé de les protéger en leur donnant des pseudos, en mettant une part de fiction pour pas qu'on les reconnaisse, etc. Parce que sinon, le devoir de réserve est cassé. Mais ce sont les gens de l'ASE qui viennent me voir et qui me parlent. Quand vous avez une coordinatrice qui s'appelle Anne, en l'occurrence, c'est pas un pseudo, qui me dit, moi, je suis au bout du système, je ne peux plus, j'ai 50 établissements dans le Var, je ne peux plus. Et vous avez raison, c'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème de méthode, c'est un problème de volonté, c'est un problème presque psychologique. C'est-à-dire comment on fait pour aider toutes ces personnes-là et qu'est-ce qu'on va chercher comme bonne mesure. Je crois que madame en a de bonnes mesures dans les Deux-Sèvres pour essayer de sauver ces gamins. Je vous laisse répondre, Coralie Denous, sur l'absence de réponse du coup des présidents de département. Après, on va voir ce que contient le rapport parlementaire. Ce qui me gêne, c'est qu'à partir de certains témoignages, en fait, on fasse une généralité de tout un pays. Vous avez été questionné des présidents de conseils départementaux qui sont déjà accusés par, en effet, des affaires qui marquent les équipes. Enfin, il ne faut pas croire que les présidents de département, leurs cadres, mais aussi les éducateurs qui sont sur le terrain, vivent ces histoires-là comme des histoires légères. Nous sommes en responsabilité. Et je pense que, excusez-moi, mais je pense que vous n'avez pas compris, l'aide sociale à l'enfance, c'est pas un méandre comme ça, c'est le système de la protection de l'enfance. L'aide sociale à l'enfance n'est
qu'un des engrenages de la protection de l'enfance. Donc le scandale, c'est pas l'ASE. Le scandale, je peux bien l'entendre, c'est la protection de l'enfance. Parce qu'il manque des pédopsies, parce qu'il manque des places en structure, parce que les instituts ne sont pas formés, parce que les juges sont débordés. Oui, ça, c'est un scandale. Mais c'est pas l'ASE qui est un scandale. Mais je dis pas ça quand je parle de la fabrique du... C'est le titre de votre... le sous-titre de votre livre, quand même. Non, mais donc, oui, je dis enquête au cœur de l'aide sociale à l'enfance, mais la fabrique du malheur, c'est tout un système. Alors, le système, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, madame, pardonnez-moi, quand vous avez l'inspection générale de l'action sanitaire et sociale qui rend des rapports au vitriol sur la gestion de l'ASE, par exemple, dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est pas Claude Hardier, le journaliste, qui invente le rapport. Et quand vous lisez le rapport qui fait 160 pages, c'est un brûlot. Quand j'entends madame Santiago, j'étais avec elle hier sur d'autres plateaux, qui parle d'un gouffre sans fond, c'est pas Claude Hardy qui dit ça. Quand vous allez voir, quand vous lisez les rapports qui ont été faits depuis 2009 sur les morts des enfants, la petite Marina dans la Sarthe, etc., et que vous lisez les rapports, les missions qui sont extraordinaires, où on préconise des choses justement, non pas pour accabler l'ASE, mais pour dire attention, l'affaire Marina 2009 qui a été martyrisée, tuée par ses parents, etc., ça ne doit plus se reproduire. Sauf que depuis 2009, il y a eu des dizaines de gamins qui sont morts sur les coups de leurs parents, il y a des gamins qui sont violés, etc., et c'est pas moi qui le dis. Mais il y a des drames. Il y a des drames et nous, justement, nous essayons qu'il n'y en ait pas. Ça reste malheureusement de l'humain. Mais par exemple, vous prenez l'exemple seulement des départements où ça ne fonctionne pas. Vous parlez des pouponnières. En Deux-Sèvres, on a interdit les pouponnières. On a des assistantes familiales qui sont formées à l'accueil des bébés et des nourrissons. On n'a pas de pouponnière. Mais non, c'est pas exceptionnel. Je vous assure que si vous alliez dans des départements qui, justement, ont fait de l'ASE un défi, on fait de l'ASE, réfléchissent à des solutions chaque jour pour ça. En Deux-Sèvres, on a fait la première résidence intergénérationnelle. On a sauvé une résidence autonomie en mettant une quinzaine de mineurs non accompagnés qui vont être acculturés à notre pays. Ça fait 1 an et demi. Ça fait moins parler, en effet, que des témoignages, en effet... Alors, il y a des solutions dans les Deux-Sèvres, mais le rapport parlementaire qui a été rendu hier, il est sur la ligne du livre de Claude Ardide, c'est-à-dire qu'il est alarmant. On va voir les détails avec vous, Steve. Oui, des enfants morts sous les coups de leurs parents maltraitants, un réseau de familles d'accueil sans agrément jugé récemment à Châteauroux pour des violences commises sur des enfants placés. Puis l'année dernière, Lily, cette jeune adolescente de 15 ans, retrouvée pendue dans un hôtel en périphérie de Clermont-Ferrand où elle avait été placée. On pourrait multiplier les exemples qui ont d'ailleurs conduit à la création de cette commission d'enquête. Tous les professionnels le disent, le secteur de l'aide sociale à l'enfance traverse une grave crise. On va rappeler les chiffres. L'ASE est en charge de 397 000 enfants. Elle mobilise un budget de 10 milliards d'euros. Hier, donc, après une année de travaux et plus de 60 auditions, la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a rendu ses conclusions. La rapporteure parle d'un système qui craque de toutes parts. Écoutez. Notre République, elle a failli à protéger les plus vulnérables, évidemment les enfants. Elle a failli à tirer les leçons de très nombreuses alertes et rapports. Très honnêtement, tous les rapports montraient déjà la situation dramatique et j'ai souvent coutume de dire qu'ils prennent la poussière. Il n'y a pas eu une réelle prise de conscience de l'ampleur de la crise pour les enfants que l'État était censé protéger. Et qu'est-ce que préconise la Commission pour sortir de la crise? Alors, plusieurs pistes. Les députés réclament l'adoption d'une loi de programmation. Ils poussent pour l'augmentation du nombre de magistrats, pour la mise en place de nouveaux fonds de financement ou encore le renforcement des contrôles des structures d'accueil. Et puis, point important, Yann, les élus invitent également à la création d'une commission de réparation pour les enfants placés qui ont été victimes de maltraitance dans les institutions. Qu'en pense le gouvernement? Lundi, dans les pages de Libération, la ministre Catherine Vautrin a livré sa feuille de route. Elle admet un échec des politiques de protection de l'enfance. Elle promet néanmoins de réorganiser le secteur et dit la chose suivante: je veux aussi reconstituer un vivier d'assistants familiaux pour s'occuper des enfants placés. Pas de nouveaux moyens financiers annoncés. Oriane, on voit mal dans ces conditions comment les choses pourraient changer. Sans argent supplémentaire, alors que le rapport pointe des pénuries de personnel à tous les niveaux. Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes des départements, ce rapport? Rien de nouveau.
comme je le disais, que ce soit le livre de M. Hardid ou les différents rapports, comme le mentionnait la députée Santiago, qui d'ailleurs m'a auditionné. Donc vous voyez qu'elle a aussi auditionné des départements où ça se passait bien. Pour la petite histoire, quand même, j'ai été auditionnée parce que j'ai refusé de remettre des enfants dans un établissement qui avait reçu des informations préoccupantes, classées sans suite certes, mais dont la personne avait fait obstruction pour nous redonner les enfants. Je me suis pris 6 mois de presse parce que je refusais d'y remettre des enfants. Donc vous voyez, quand on veut protéger, on est aussi accusé. Mais juste par rapport à ce... Vous dites que c'est pas... Voilà, il y a des départements qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, mais vous partagez quand même le constat du rapport qui est que c'est le système qui craque de toutes parts. Il y a un problème systémique. Le système craque parce qu'en fait, il faudrait remettre chacun, et les moyens aussi, chacun dans sa fonction. L'État a le soin qu'ils nous mettent des pédopsychiatres pour les enfants. Que les instituteurs, je suis désolée de me répéter, mais c'est vraiment important que les instituteurs soient formés à faire des informations préoccupantes, qu'on ouvre des places d'IME, que les juges puissent faire leur travail. Vous demandez plus de moyens. En fait, c'est plus de moyens, mais en fait, c'est plus de moyens dans l'État. Il y a aussi quelque chose très concret, voilà, comme ça on va, qui coûte, à mon avis, pas grand-chose. Le fichier national des agréments. On en a parlé tout à l'heure sur les agréments, les séjours de rupture, vous en parliez tout à l'heure. Il nous faut ce fichier national. C'est pas compliqué à mettre en place et ça serait un véritable outil. Donc chacun dans sa place, chacun remet des moyens et nous, l'ASE aussi. Mais je dois l'avouer, comprenez qu'un jeune aujourd'hui qui entend les débats depuis 3 jours, à qui on va dire « Oh là là, le métier est très difficile » et puis en plus, vous risquez d'être responsable d'un drame et puis de toute façon, dans 10 ans, vous serez en burn-out. C'est pas ce qui motive plus non plus les jeunes à s'engager. Et je crois vraiment, alors je sais que c'est pas tendance, mais je crois vraiment qu'il faut aussi raconter les belles histoires. On a des professionnels engagés qui vraiment font un travail merveilleux. C'est de ces personnes-là qu'il faut travailler et surtout les respecter. Claude Hardid, ce rapport parlementaire, il fait écho à votre livre. Est-ce que pour vous, il apporte les bonnes réponses ? Alors, j'ai la crainte, si vous voulez, que ce soit un rapport de plus. Parce que si vous regardez l'histoire de la prévention, de la protection de l'enfance depuis une vingtaine d'années, notamment depuis la mort de Marina en 2009, vous vous apercevez, et j'ai été sidéré par le nombre de rapports, le nombre de missions faits par des observatoires, des associations, etc., où on sait tout, surtout, où on préconise des mesures depuis une vingtaine d'années qui ne sont jamais appliquées. Vous prenez par exemple le rapport Taquet, qui a plutôt fait évoluer les choses jusqu'à une certaine limite. Il se trouve que le décret qui interdisait de placer des enfants de moins de 15 ans, des mineurs, dans des hébergements sociaux, il a fallu 2 ans, alors pour des raisons que j'ignore parce que je ne suis pas au Parlement, il a fallu 2 ans pour que le décret soit appliqué. Mais entre le moment où le décret a été décidé par la loi Taquet et le moment où il a été appliqué, il y a eu plusieurs morts de gamines dans des hébergements sociaux. Bon, alors c'est pas la faute de l'hébergement social, c'est pas la faute de l'éducatrice qui a traité le dossier de Lily ou de Kimberley ou de cette gamine qui est morte à Pierrefonds dans l'Oise, etc. C'est pas eux qui sont responsables. C'est une suite d'erreurs qui ont été commises ou de défaillances, de choses, ou alors d'éducateurs qui sont passés à côté de quelque chose parce qu'ils n'avaient pas pris la mesure de gamins qui sont évidemment très, très, très difficiles à gérer. Mais le problème, la question que je me pose, je l'ai dit hier sur un plateau, on n'a pas créé de ministère de secrétaire d'État de l'enfance. François Bayrou, je l'ai dit hier, il a oublié. Il a oublié. Donc Emmanuel Macron, président de la République, 3 jours après, en 200 mots sur Twitter, il dit « Je vais créer un haut commissariat. À la mi-janvier au plus tard, on nommera un responsable du haut commissariat. » Bon, finalement, ça a été 2 mois plus tard, parce qu'il y a la crise, l'Ukraine, Gaza, etc. Et on nomme une secrétaire, quelqu'un qui était déjà secrétaire d'État dans un gouvernement précédent, qui s'occupait de la protection de l'enfant. Donc on revient quasiment à la case départ. Et si vous lisez les rapports, alors celui de la commission parlementaire, celui d'Isabelle Santiago va un peu plus loin. Mais tous les rapports disent la même chose, préconisent à peu près les mêmes mesures. Donc on se dit, mais pourquoi en 2022, pourquoi en 2016, pourquoi en 2012, pourquoi en 2009, pourquoi on n'a pas appliqué les mesures qui étaient préconisées par des gens qui avaient travaillé. Vous avez par exemple des psychiatres, des sociologues, des politiques, des éducateurs qui ont travaillé sur les dossiers, qui ont fait un travail remarquable, et ça n'aboutit à rien. Ouais. Et justement, dans la droite ligne de ce que vous dites, on va écouter le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade qui pointe lui aussi le manque de réactivité des politiques.
C'est vrai que la situation de l'aide sociale à l'enfance dans notre pays est désastreuse, qu'elle est inacceptable, que c'est connu depuis longtemps et qu'il aurait vraisemblablement fallu agir beaucoup plus tôt. Maintenant, il y a un rapport extrêmement détaillé qui démontre en détail les carences, les manques, les souffrances qui ont été celles de beaucoup d'enfants dans notre pays. Et donc il faut qu'il y ait l'action la plus volontaire, la plus radicale de la part du gouvernement pour pallier à ces manquements qui est objectivement une honte pour notre pays. Pourquoi il y a un tel manque de réactivité dans les politiques publiques ? Je voudrais revenir, en effet, s'il y a une personne qui a marqué la protection de l'enfance ces dernières années au niveau politique, c'est Adrien Taquet. Oui, c'est vrai. Ça, il faut lui reconnaître ça. Il a imposé 0 enfant à l'hôtel, la fermeture des gîtes d'enfants également. Vraiment, il a fait un bon travail. C'est pas la réaction des politiques. D'ailleurs, je rappelle que le département ne fait pas les lois, hein, quand même. Je pense que il y a tellement d'acteurs autour de la protection de l'enfance et suffit qu'il y ait un engrenage qui se grippe. Et là, en fait, c'est pour tout le système que ça se grippe. Donc, c'est pas un manque de réactivité. Enfin, nous, on a mis des axes politiques. Je parle du département des Deux-Sèvres. Je suis désolée, mais c'est celui que je connais le mieux. On a mis en place des axes politiques qui sont suivis par nos équipes. Je souhaite en effet que... mais je ne pense pas qu'on peut accuser le politique. Je pense que ça serait une erreur de jugement. Je pense que c'est un système global. Il y a aussi une question qui se pose du coup et qui découle de ce débat, c'est est-ce qu'il faut recentraliser la gestion de l'aide sociale à l'enfance ? Quel est votre avis là-dessus, Claude Ardi ? Alors, écoutez, moi je suis journaliste d'enquête d'investigation. Je ne suis pas un politique et on m'a posé plusieurs fois la question en me disant est-ce qu'il faut, comme le dit Lia Soufoque, qui est un enfant de l'aide sociale à l'enfance, qui dit qu'il faut revenir grosso modo à la DAS des années 80. Mais si on revient à la DAS des années 80, c'est une erreur colossale, parce que s'il y a 50 ans, on a décidé de permettre au département justement de gérer les aides sociales à l'enfance, c'est qu'il y avait de bonnes raisons à l'époque. Donc moi, je m'interdis, je suis journaliste, je ne vais pas donner des leçons politiques en disant il faut revenir à l'État, il faut revenir au département, etc. Moi, je suis là pour faire des enquêtes, pour révéler un certain nombre de choses, pour révéler la souffrance, y compris des personnels de l'aide sociale à l'enfance. Je suis là pour parler des gamins qui sont en immense souffrance. Hier, j'étais avec les gamins de Châteauroux, que j'ai suivis pendant 5 jours, qui sont devenus quasiment des amis. Ils m'appellent papy parce que je suis beaucoup plus âgé qu'eux, etc. On a mangé ensemble. Il y avait Mathias qui a été le premier lanceur d'alerte de Châteauroux et qui a révélé le scandale. Il y avait Maëva et il y avait Karl. Et les 3, qui sont donc majeurs aujourd'hui, m'ont révélé l'état dans lequel ils se trouvaient aujourd'hui alors qu'ils sont majeurs, parce qu'ils avaient subi tellement de souffrances à la fois dans leur propre famille et dans les familles d'accueil qui les avaient agressés, humiliés, etc. Et Mathias, qui est à côté de moi, qui a 23 ans, me dit « Claude, je ne peux pas travailler parce que je souffre de troubles psychiatriques et je suis obligé tous les jours quasiment d'aller voir un psychiatre pour qu'il m'aide. » Je suis allé voir Maëva. Maëva me dit « Claude, j'ai été licencié de mon boulot d'agent de production parce qu'on m'a dit dans mon boulot, occupe-toi de tes troubles psychiatriques parce que sinon tu ne pourras pas travailler. » Donc elle est larguée. Et je trouve Karl, qui essaie de passer son CAP de cuisine, etc. Il me dit « Claude, j'ai échoué parce que je n'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent, j'ai pas de famille, je suis tout seul, etc. » Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la vie de ces jeunes. Ils ont 19, 20, 21, 22 ans. Maëva m'a raconté, elle l'a pas dit au procès de Châteauroux, son parcours prostitutionnel après être sorti en miettes de Châteauroux. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je peux pas dire aujourd'hui... Et heureusement que madame est là, parce qu'elle me donne enfin un signe d'espoir. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, il faut revenir à une situation de la DAS il y a 50 ans, ou donner des leçons de morale au conseil départemental. Non, mais vous avez quand même constaté qu'il y a différentes façons de faire, qu'il n'y a pas d'harmonisation. Oui, moi, ce que je dis quand même, compte tenu de la souffrance de tous les personnels que j'ai vus, parce que franchement, j'ai vu du haut en bas de la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance, je dis, si on ne revalorise pas ces fonctions, mais pas simplement en leur donnant de l'argent, en leur donnant des primes, mais en leur disant le métier que vous faites, c'est un beau métier. Donc vous avez raison. Aujourd'hui, un gamin qui a 18-20 ans, si vous lui dites il faut que tu sois éducateur spécialisé ou assistante sociale ou que tu sois puéricultrice, il va dire attends, c'est l'enfer. S'occuper de bébés la nuit, des nourrissons, etc., c'est compliqué parce qu'ils ont peur. Les puéricultrices ont peur qu'à un moment donné, l'enfant leur tombe des bras parce qu'elles sont victimes d'un burn-out ou d'un malaise, etc. Donc il faut revaloriser intellectuellement
physiquement, psychologiquement, financièrement, tous ces métiers de haut en bas, premièrement. Alors, bon, je sais que tout le monde demande de moyens, l'hôpital, la police, la justice, etc. Mais moi, j'ai dit, mais c'est pas une punchline. Je suis pas là pour asséner des phrases toutes faites, etc. Mais je l'ai dit, mais une société qui ne s'occupe pas, une société, je dis pas l'ASE, je dis pas le département, mais qui s'occupe pas de ses enfants, qui s'occupe pas de ses adolescents, ou qui ne fait pas en sorte de les protéger à 100%, et qui ne s'occupe pas aussi des personnes âgées, on l'a vu avec le système Orpea, le livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet, pour moi, c'est une société qui est condamnée, parce que ces gamins-là, c'est notre avenir. Ce sont eux, demain, qui vont être responsables de ce pays. Et donc, si on ne s'en occupe pas, on ne s'en sortira pas. Et un dernier mot, Coraline. Oui, en effet, les départements sont... Il y a des politiques très différentes. La recentralisation ne servira à rien puisque l'État, d'abord, on peut l'inviter à s'occuper de ce qu'il a en responsabilité aujourd'hui. Puis, puisque M. Ardide raconte des histoires malheureuses, moi, je voudrais aussi vous parler de cette assistante familiale qui a accueilli une petite fille de 4 ans qui a été lui acheter sa première robe parce qu'elle n'avait jamais porté de robe. Et donc, à la fête de Noël, elle me montrait comment sa jolie robe tournait, où cette éducatrice de notre foyer départemental, il y a 3 semaines, qui est venue à un match de rugby. On a fait faire le lancement à cet enfant de 9 ans qui a rejoint les joueurs de notre équipe de rugby qui avait gagné. Et cette éducatrice qui était incroyable, qui leur faisait des crêpes à la fleur d'oranger, des cornes de gazelle, qui leur faisait découvrir leur culture. C'est aussi ça, l'aide sociale à l'enfance. C'est aussi ces belles histoires. Et donc j'invite Monsieur Ardide à venir en Deux-Sèvres pour rencontrer des gens merveilleux alors, je sais que vous avez lu mon livre, mais je suis allé voir des gamins dans le Puy-de-Dôme qui racontent qu'ils ont été à l'ASE et qui s'en sont sortis et qui travaillent eux-mêmes à l'aide sociale à l'enfance, notamment Anthony, une gamine qui dit « Moi, je vais être psychologue pour sauver des gamins, etc. » Donc, je suis allé voir des gamins de l'ASE aussi qui avaient des phrases très positives sur la situation dans laquelle ils se trouvaient aujourd'hui. Eh bien, mettons-les à l'honneur parce que c'est des enfants qui sont cabossés. On leur doit en effet de bien les faire grandir et de les rendre autonomes pour leur vie d'adulte. Merci à tous les deux. Restez encore quelques instants avec nous. On va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et à la une, l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Oui, une semaine tout pile après l'annonce de Donald Trump sur les droits de douane réciproques. Les 10% déjà en vigueur s'accompagnent à partir d'aujourd'hui de nouvelles surtaxes. Et à la une de Ouest France qui consacre son édito à cette nouvelle phase et à un chaos nommé Donald Trump, selon les mots du journaliste Dominique Seux. 80 pays et territoires vont être touchés par ces nouvelles taxes en ce qui concerne l'Union européenne. Et donc la France, la hausse sera de 20% sur les produits entrant aux États-Unis. Un mois de mars très chaud. Il n'a jamais fait aussi chaud en Europe pour un mois de mars. C'est la une de La Voix du Nord. Ce matin, les températures se sont maintenues à des niveaux historiquement élevé dans la foulée d'une série de 2 ans de chaleur inédite sur la planète. Nous nous trouvons précisément dans la fourchette haute des prévisions scientifiques sur le réchauffement climatique, rappelle La Voix du Nord. Qu'est-ce qu'il s'est passé au McDo de Montrabé, à côté de Toulouse? Le fast-food a en tout cas été détruit. Il devait ouvrir début juin, mais cette ouverture a été contestée. Un important incendie s'est déclaré hier. Accident ou sabotage? Sabotage, se demande la dépêche du Midi. Pourtant, le collectif Les Frites Insoumises ont revendiqué cet acte. Elles mettent en avant le soutien au peuple palestinien ou encore la lutte contre la stratégie d'expansion de l'entreprise McDo. La parité sème la zizanie dans les communes. C'est à la une de l'Union aujourd'hui qui revient sur la réforme du scrutin municipal. Députés, sénateurs, maires de communes rurales, beaucoup sont vent debout face à l'obligation de constituer des listes paritaires pour les élections municipales et cela dès 2026. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi un texte qui instaure le scrutin de liste et donc la parité dans les communes de 1000 habitants. Cette mesure avait aussi suscité des divisions au Sénat, rappelez-vous, le mois dernier. Allez, c'est mercredi, c'est foot. Oui, le PSG qui joue ce soir en Ligue des Champions et c'est justement un ancien du club de la capitale qui fait la une de Midi Libre. Aujourd'hui, l'ancien défenseur Zoumana Camara devient entraîneur de l'équipe de Montpellier. Midi Libre se demande s'il sera le coach du renouveau. Objectif, le maintien en Ligue 1. Ça va être très difficile. Le club est aujourd'hui bon dernier du classement. Vous êtes prêts pour ce soir? Et vous? Bon, je vous regarderai. Regardez la télé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coraline Deneuille. Merci, Claude Ardide. On revoit votre livre, La Fabrique du Malheur. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous avez rendez-vous avec les questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct. Et puis à 18h, Thomas Hugues pour Sens Public. À demain.